Zut, j'avais pas envie de sortir. Tout de même, il a fallu. Pas le jour même, mais le lendemain. Chercher des rognures pour Bébert, et puisque c'était chez le Landrat, aller voir Madame Bonnard. Je vous ai dit, ma plus vieille malade, 96 ans, bien délicate, fragile malade. Quelle gentillesse, quelle distinction, quelle mémoire, le gouvet par cœur, toute sa poésie, tout Musset, tout Marivaux. Il faisait bon dans sa chambre. Je restais l'écouter, je lui tenais compagnie, elle me charmait, je l'admirais. Pas beaucoup admirer les femmes, je peux dire, dans une pourtant juponnière vie, mais là, je peux dire, j'étais sensible. Je sais pas si Arletty, plus tard, me fera le même effet, peut-être. Le fameux mystère féminin et pas de la cuisse. Les cliniques Bodeloc, Tarnier, toutes les maternités du monde regorgent de mystères féminins qui pondent, saignent, avouent, hurlent. Pas mystère du tout, c'est une autre onde beaucoup plus subtile que Brakmar, Amur et ton cœur. Mystère féminin, c'est une sorte de musique de fond. Oh, pas captable comme ci, comme ça. Madame Bonnard, la seule malade que j'ai perdue, avait cette finesse, dentelle d'onde, comme elle disait bien du Bellay, Charles d'Orléans, Louise Labbé. J'ai failli avec elle comprendre certaines ondes. Mes romans seraient tout autres. Elle est partie. Que je revienne à notre Lowen. Après le départ de Neneuil, nous avons eu presque une semaine tranquille, seulement 3 alertes et 2 urgences au Fidélis, ça pouvait aller. Mais il commençait à faire froid, octobre 44. Ils ont alors eu au château une splendide idée, prévoyante. Les commandos bois à brûler. Ça consistait à envoyer des volontaires ramasser brindilles, bois morts, souches, et ramener tout ça en énormes fagots, encordés, ficelés, tous les volontaires aux ficelles. Allez, tout ça, vaillamment, hop, tout le monde attelé, hommes, femmes, jeunes, vieux, et en chantant, volontaires. C'est façon de dire, bonne volonté, les mauvaises kiffs, attelés aussi, des commandos au bois, relever le moral, des hésitants, force par la joie, le 4e Grand Reich est mort, tous les gens et maisons avec, et Beethoven aussi, choriste à la force par la joie, symphonique, nom de Dieu pétard, le français est pas très symphonique, ces commandos, tous au bois mort, dans les champs et dans la joie, les faisaient plutôt se méfier bien plus, rester chez eux sous leur paillasse, surtout qu'on les emmenait en pleine forêt noire, tout près du camp où justement on envoyait nos nourrissons, Sissène, d'où ils revenaient plus. Autour du camp, l'endroit choisi pour le travail volontaire, des bûcherons de choc, pionniers, brindilleurs, ramasseurs. Leur profession importait peu, la bonne volonté qui comptait, ramener tout le bois, toute la forêt, tout ce qu'il y avait de mort pour l'hiver. On n'aurait rien d'autre. Les mairies, la Boche, la Française, avaient bien prévenu, pas de distribution, rien à attendre. Et la guerre alors, pas finie. Pas le moment de raisonner du tout. Le camion gazogène attendait les volontaires devant la mairie, Prinzenbeau. Assez tôt, 6h15, ils les emmenaient, les ramenaient pas. Par leurs propres moyens, le retour, autonome sportif, attelé au tronc d'arbre. La Volga a rien inventé, Buchenwald non plus, la muraille de Chine non plus, ni Nasser, ni les pyramides, ni les solides coups de pied au cul. Il faut que ça avance et c'est tout, et en cadence, et tous, oh, is, chaland de la Volga, pyramide, oh, is, volontaire qu'on devait se trouver, 6h15, devant notre mairie, Prinzenbeau. Ah, Céline, Céline, chère Céline, c'est vous que je cherchais. J'allais enfin pouvoir sortir, plus personne sur le palier, tous à la brasserie. Ah, Céline, Céline! Je dis, voilà le louf, et pas tout seul, avec une dame, une jeune dame. Il monte me voir, je les fais entrer. Céline, Céline, j'ai besoin de vous, je sors de chez Brinon, il est d'accord, c'est vous le scénario, c'est vous qui me le ferez. Moi, les dialogues, bien entendu, c'est entendu, je sors de chez Laval, il est d'accord, je suis le producteur, metteur en scène, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? L'appareil nous vient de Leipzig, les Russes sont d'accord. Ah, l'autorisation des Russes. Vous n'avez pas idée, Céline. Enfin, je l'ai.
Il se frappe la poitrine, sa poche, la poche où est son portefeuille, l'autorisation. Je ferai tout, le découpage, les dialogues, tout. Le mal que nous avons eu, Leipzig, pensez donc, Leipzig. Mais vous nous donnez vite votre scénario, très vite, Céline. Je dois revoir Laval demain, que ce soit fini. Il est d'accord. Sa dame, là, sa femme sans doute, a pas dit mot, elle le laisse parler et qu'il parle, une véhémence, un débit, qu'il reste pas en place, d'un pied sur l'autre, piétine, piétine et demi-tour, et plein de gestes, une force, comme s'il avait quelque chose à vendre. Ah, tout d'un coup il s'interrompt, il s'aperçoit. Oh, pardon, pardon Céline, j'oubliais ma femme, notre vedette, c'est elle, n'est-ce pas, que je vous présente, Odette Clarisse. Bonjour, madame. Je l'avais pas tellement regardée, elle, mais son chapeau, un bibi pas mal, Panama à fleurs, et voilette. Vous vous rendez compte, une voilette. Au moment où nous en étions, l'Allemagne au moment, une voilette. Odette sera la vedette du film, c'est entendu. Brinon est d'accord. Oh, parfait, parfait. Odette, dis bonjour à madame Céline. Elle est pas vilaine, cette petite. Je la regarde mieux. Elle est habillée en vedette, vedette de l'époque, mi-Marlène, mi-Arletty, jupe trémoulante, le sourire aussi, vedette, attention, sourire pas pour rire, mi-mutin, mi-je vais me suicider. Là, c'était drôlement arrivé à propos, le moment d'en finir, mais tout de même, restait une énigme. Trouver un chapeau à fleurs et une voilette, des souliers croc-croc, le sac idem, des bas de soie dans l'Allemagne en feu. Ça avait dû être une entreprise, sapée cette mignonne, que dans toute l'Allemagne, au moment, vous trouviez pas une épingle à cheveux, où il avait trouvé tout ça, et ramené sa vedette de Dresde. Et pas qu'elle, sapés tous les deux, lui velours à côte, culotte de cheval, sweater col roulé, leggings, tatane, triple semelle, l'énigme, je vous dis, et ciré brossé, impeccable, lui, elle, prêt pour tourner. Je le connaissais, lui, du Fidélis. Je l'avais soigné pour sinusite. Maintenant, là, complètement guéri. Force de la nature, impeccable. Raoul, son nom. Raoul Orphiz. Il était parti pour Dresde, lieu de rassemblement des artistes brûlés entre-temps, 200 000 morts. Il sortait de Dresde pour Munich, et puis Leipzig, puis revenu à Dresde. Dresde en cendres, tourné à Sigmaringen. Oh, il l'avait pensé, son film. Séquence, rythme. J'avais plus qu'à suivre ses idées, sa construction filmotechnique. Les scènes de la vie quotidienne à Sigmaringen. Brinon travaille, l'imprimerie et la rédaction du journal La France, les rédacteurs au travail, Radio Sigmar, en émission, la cabine, les opérateurs et la milice à l'exercice, et moi à ma consultation, Pétain sa promenade, les enfants au jeu, et les pères, les mères jouant aussi aux boules, tous dans la joie, la très belle humeur, Kraft, Deutsch, Freud, toujours la joie. On me dit que vous êtes très abattue, Céline. Est-ce vrai ? Oh, mais non, voyons. Pas abattu, sans froid, c'est tout. Mon métier, sérieux, peut-être un petit peu surmené, mais pas plus, Orphiz. Je veux pas qu'il aille baver partout, je le trouve très bourrique, moi, Orphiz. S'il veut savoir, je lui dirai pas. Tous les gens à morale élevée me foutent la trouille, et puis cette façon d'être sapé, d'où qu'il sort, tout ça est neuf, ce veston, culotte, leggings, chaussures triple semelle. Il était en loque comme nous tous, au Fidélis, force de la nature, et elle, c'est ensemble, chiffon, petite gipe, jupette écossaise, blouson broderie, d'où ça provenait? Je pensais, des souvenirs, le marché de Chatou 1900, les toutes jeunes filles avec leur mère. D'où cette élégance, Orphiz? Je peux pas m'empêcher de lui demander. Par parachutage, Céline. Le marle, j'insiste pas. Vous, n'est-ce pas, Céline? Je peux compter sur vous. C'est entendu avec Brinon. Demain matin, le scénario. Je verrai Le Vigan. Je verrai Lucaire. Je leur donnerai leur rôle. Votre femme aussi aura un rôle. Oh, très joli rôle. À vos côtés, infirmière. Ah, et aussi en danseuse. Vous voyez, hein? Vous voulez? C'est entendu?
Oui, oui, certainement. Mais où tournez-vous? Dans la rue, voyons, dans la rue. J'allais pas lui dire que la rue était pas un endroit sain, plutôt assez méchante la rue, feu de salve partout, exalté comme il était, c'était pas ce que je pouvais lui dire. Oh, mais essentiel, attendez, il me faut un visa, le visa de Van Romnitz, et je le connais pas ce Van Romnitz, où perche-t-il ce Van Romnitz? Une formalité, un tampon. Au-dessus de nous, juste, cher ami, juste au-dessus, le palier au-dessus, chambre 28. Vous frappez, c'est là, c'est tout. Est-ce qu'il est de bon poil, ce Romnitz? Coup-ci, coup-ça. Vous le trouverez peut-être un peu éteint. Décidément, vous êtes tous croulants par ici. Je le ferai tourner aussi, ce Romnitz. Votre Romnitz, et comment? Le moral, alors, le moral. Oh, vous me ferez aussi une autre tête, Céline. Tout de même, Céline, j'ai besoin de vous, moi. Vous me ferez pas cette tête de carême. Ce film paraîtra en France. Pensez, il passera en France. Plus de 100 salles en France. Votre mère, votre fille, vos amis le verront. Pensez s'il attirera ce film. Et vos amis, vous avez des amis en France, Céline, beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous le savez pas? Et qui vous admirent, qui vous aiment et vous attendent. Des foules d'amis. Vous laissez pas abattre, Céline. Redressez-vous. Tout n'est pas juif, voyons, en France. Ce qu'on peut détester les gaullistes en France, vous le savez pas? Ah là là! Et ce qu'ils peuvent aimer Pétain, vous pouvez pas avoir idée, plus que Clémenceau. Vous me ferez un article dans la France, hein? Certainement, certainement, Orphise. Je peux pas l'arrêter. On me l'avait dit, Céline n'a plus du tout de morale. Vous n'allez pas vous renier. Tout de même, taratata, je monte là-haut, je redescends tout de suite. Vous m'attendez? Le 28, vous me dites. Oui, oui, c'est écrit sur la porte. Romnitz. Tu montes avec moi, Odette? Il attend pas. Il escalade, rattrape Odette par le bras. Toc toc, Erein? Ils y sont. Je peux dire, je suis pas facile à étonner, mais là, Orphise, Odette, la voilette, le sac crocro, les triples semelles, et que ça revenait de Leipzig, de Dresde, surtout que j'en savais un bout sur Dresde. J'avais vu 8 jours avant le consul de Dresde, le dernier consul de Vichy. Il m'avait tout raconté, la tactique de l'écrabouillage, effriterie totale au phosphore, mise au point américaine, parfaite. Le dernier New Look avant la bombe A. D'abord, les abords, la périphérie, au soufre liquide et dégelé de torpilles, et puis rôtisserie générale, tout Dresde centre, second acte, les églises, les parcs, les musées, que personne réchappe. Il nous parle d'incendie de mines, illustrations et interviews, il larmoie, il se branle infini, sur les pauvres mineurs de fond, les traîtrises de flammes et grisous, merde, et sur ce pauvre Budapest, la férocité des tanks russes. Ils parlent jamais et c'est un tort. Comment leurs frères, eux, furent traités roustis en Allemagne sous les grandes ailes démocratiques. Il y a de la pudeur, on n'en parle pas. Ils avaient qu'à pas y être, c'est tout. Là, le dernier consul de Vichy, il devait la vie. Il avait passé à travers les flammes grâce à 1 kilo de café. Tout ce qui restait du consulat, il l'avait sous le bras, son kilo. Pas les fiches, lui. Les pompiers juste partaient du centre de devant chez lui. Ils allaient risquer le tout pour le tout du centre de Dresde, à travers bombes, soufre, tornades de feu, jusqu'où ça bombardait plus. Orville, aux collines, vous parlez d'un sprint. La pompe, les pompiers, lui, le café. Il s'agissait plus d'éteindre rien, il s'agissait de pas être rousti. Il l'avait pris pour son café, les pompiers de Dresde, et te l'avaient hissé ficelé sur leur pompe-machine, tout en haut de l'échelle, et hop, et hisse, lui, le café, à travers les rues fleuves de feu. Pour ça, là, l'Orphise et sa femme, qu'arrivée de Dresde, fignolée, maquillée, élégante vedette, et voilette. Je pensais un petit peu, je pensais, et même qu'il voulait me faire tourner, moi, et la Vigue, et Lucaire, et sa fille Corinne, et Lily, et Bébert, pour que nos amis de France nous voient bien, nous oublient pas. Tout d'abord,
or et daim, qu'il allait passer ça en Suisse, et puis à Montmartre, le joli film, la vie quotidienne à Sigmaringen. Corinne Lucker n'était pas là, elle était à Saint-Blasien, en sanatorium. Oh, mais pas d'histoire, elle viendrait, pas de difficulté, c'était d'accord avec son père, et avec Laval, et Brinon, et Pétain, que les admirateurs se régalent. C'était des choses à faire penser, je réfléchissais. Il était là-haut chez Romnitz. Voilà qu'on descend. Je me dis, c'est eux, en effet, pas lui seulement et sa femme, Aïcha aussi, et les dogs. Lui m'interpelle en descendant. « Céline, Céline, je vais avec madame Romnitz. Nous allons voir leur appareil. Oh, je ne serai pas long, 1 minute, je reviens. Vous m'attendez ?»« Oui, 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 certainement, je promets. » Ils passent tous les trois devant notre porte, lui toujours aussi fringant, allant. Elle n'est pas aussi hardie, non. Elle lui donne le bras, elle va à petits pas, yeux baissés. J'oubliais de vous dire, les yeux faits, longs fossiles, musidora, et même les minuscules paillettes, fossiles, sourcils pailletés, tout. Vous auriez dit Sunset Boulevard. J'y ai été, Sunset Boulevard. Oh, bien des années, là, je les voyais aller plus loin, les trois, en fête de boulevard, bien plus loin que le corridor. Aïcha leur montrait le chemin. Ils avaient qu'à suivre, là suivre, qu'ils se trompent pas. Par là, Aïcha, sa cravache, ses dogs, par là. C'est pas moi qui allais dire un mot. Je fais à Lily, les regarde pas, rentre. Je rentre avec. On rentre chez nous. C'est pas le moment de savoir si, ça, pas raconter au château, ni à la milice, ni aux fidélis. Si Romnitz m'en parle, je dirai que j'ai rien vu. 2, 3 minutes, aucun bruit, rien. Et puis des pas. Aïcha, on l'entend revenir. Toc toc. Elle frappe. « Vous allez bien ?» Elle nous demande. « Oh, très très bien, madame Romnitz. Tous mes hommages, Frau Commandante. » Je me fais la voix plutôt allègre, jeune, content de la voir. Il y a des politesses, il y a des personnes qui savent vivre. C'est assez souvent qu'elle frappe comme ça à notre porte pour demander de nos nouvelles, si on va. Je lui réponds toujours que oui. Oh là là, très bien. Toutes ces petites histoires, Avatar, m'avait empêché de sortir, d'aller où je devais. Vous avez remarqué ? 2 jours, pendant 2 jours, non seulement les malades à voir au Fidélis, aussi à l'autre bout du bourg et aussi à la milice, et plus retourner chez Luther, la consultation, là, sûr, quelqu'un consulté en mon lieu et place, un autre faux médecin imposteur, certainement, le rendez-vous des faux médecins, mon cabinet, chez Luther, de toute l'Allemagne, ils venaient aboutir chez Luther, et à mes heures, mes propres heures, et avec leurs infirmières, je faisais comme aimant des baroques. Si en plus il venait opérer, ça pouvait se terminer très mal. Oh, s'il ne faisait que prescrire. Comme l'off Richter manquait de tout, ça pouvait pas aller loin. Mais les bougres avaient la manie d'opérer n'importe quoi, n'importe comment. Hernie, otite, verrue, kyste, tranchés qu'ils voulaient tous. Chirurgiens, c'est bien à remarquer, même dans la vie ordinaire, que les dingues, illuminés, rebouteux, chiropractes, fakirs, sont pas satisfaits du tout de donner juste des petits conseils. Pilules, fioles, gris, caramel, non. Le grand jeu qui les hante, grand guignol, que ça saigne, pantelle. Oh, sans faire du tout du dodé, l'évidence même que la chirurgie ordinaire, bien impeccable, bien officielle, tient plus qu'un peu du cirque romain, sacrifice humain bien tartuffe, mais que les victimes en redemandent, auto-punitifs comme pas, qu'on leur coupe tout, nez, gorge, ovaire, beurre des chirurgiens, charcutier de précision, horloger. Vous avez un fils qui se destine, se sent-il réel assassin, inné, le vieux fond anthropopithèque, des cerveleurs, trépaneurs, cro-magnons, bonbons, excellents, des cavernes, qu'il se lance, qu'il le proclame, il a le don, la chirurgie est son affaire, il
il a l'étoffe du grand patron. Les dames connes et sadiques comme pas pâmeront rien que de lui voir les mains. Ah, quelles mains! God folle, supplie et râle, qu'il leur prenne bien tout, et vite, tout leur bulle, leur dot, leur utérus, leur essentiel et les nichons, les éventrent bien, leur retournent bien le péritoine, les évide, le pine, toutes leurs tripes bien dégoulinantes, tout leur bazar, plusieurs kilos, plein le plateau, formidable assassin chéri, sacrificateur de mon cœur, Landru Petiot d'académie, idole aztèque, pfit, sans cahier grimace, gros mangeur pas ouin, privé de missionnaire, à rire, sade, divin marquis, gaminerie, la moindre salle d'opération, là vous voyez le réel grand art, sacrificateur cousu d'or, et les vivisectionnés ravis aux anges, les animaux à la Villette ou Chicago ont peur, ils ont le sens de ce qui va se passer, les chers malades du grand patron vont se faire ouvrir avec amour. Moi là, mes dingues, mes abusifs de chez Luther pouvaient certes pas se faire couvrir d'or, non, peut-être 10 marques, 20 marques la passe, mais ce que j'avais peur justement, qu'ils restent pas anodins, qu'ils incisent, et que ça les démangeait tous, et que je serais sûrement accusé de tout, que j'avais permis ceci, cela, pourtant j'avais bien prévenu Brinon, mais foutre des mises en garde. Je suis pour ça tout de la vie de Louis XVI, le bien à la goutte, le mal à des ailes. Je pouvais toujours m'évertuer, c'est moi qu'on accuserait bel bien, des pires ganguignoleries des dingues, avec les livres qu'il a écrits. Je vous apprends rien, mes livres m'ont fait un tort immense, décisif, à Clichy, Beson, au Danemark, ici, vous écrivez, vous êtes perdu. Tropman, son n'avouez jamais, et qu'une toute petite prudence, n'écrivez jamais, moi je vous le dis, si Landru avait écrit, il aurait pas eu le temps de faire ouf, pas seulement d'achever de mettre salé une petite rondelle de rombière. Il avait tout gambé sur le poêle, lui qui passait à la casserole, avec les livres qu'il a écrits. Vous pensez si je sentais que ça venait à Sigmaringen, le mal à des ailes, que mon compte était bon, d'une façon ou d'une autre, bagatelle, je devais en crever, c'était aussi entendu à Londres qu'à Rome ou Dakar, et 10 fois plus encore chez nous, là, Sigmaringen sur Danube, le refuge des 1142, si j'étais pas oxy alors, c'est que je jouais vraiment le double jeu, que j'étais fifi, agent des Juifs, de toute façon j'y coupais pas, avec les livres qu'il a écrits, en plus que les 1142 escompaient bien leurs petites veines, que je payerais pour tous, que tout se passerait très gentiment grâce à moi. Ils rêvaient déjà tous pantoufles, retour dans leurs meubles, grâce à moi les supplices gratinés avec les livres qu'il a écrits, pas eux, Imain, Pépère et Gris-Gris, moi qu'avais à expier pour tous avec les livres qu'il a écrits, moi qui rassasierais Moloch, bien la vie de tous, j'y couperai pas, du dernier cloche grabataire, crevard fianteux du Fidélis, au très haut Laval du château, c'était immanquable. Ah, vous n'aimez pas les Juifs, vous Céline, la parole qui les rassurait, que c'était moi qu'on allait pendre sûr, certain, mais pas eux, oh, cher eux, les livres que vous avez écrits, ceux que j'ai adoucis d'agonie de trouille avec bagatelle, juste ce qu'il fallait, ce qu'on me demandait, le livre du bouc, celui qu'on égorge d'épaisse, mais pas eux du tout, douillez eux, non jamais, plus un seul anti-juif d'ailleurs dans les 1142, plus un, pas plus que Morand, Monterland, Mauroy, Lazareff, Laval ou Brinon, le seul qui restait, ma gueule, bouc providentiel, je sauvais tout le monde par bagatelle, les 1142 mandats, comme j'ai sauvé de l'autre côté Morand, Achille, Mauroy, Monterland, Tartre, les héros providentiels cons, moi, pas que la France, le monde entier, ennemi, allié, exige que j'y passe, bien saignant, ils ont monté un nouveau mythe, on n'éventre pas l'animal, oui, non, les prêtres sont là. J'épilogue.
Je vous laisse en pantaine. J'allais enfin pouvoir sortir. Au revoir, Lily. Je prends Bébert, son sac. Vous savez, un genre de gibecière à trous qu'il respire. Nous voilà en bas de l'escalier. Sur les consommateurs m'ont vu. Les bouffeurs de Stam. Tout la brasserie et le choupeau dehors aussi. Planton à la porte. Je lui explique que je vais au château. Oh, juste quelqu'un. On me saute après. Monsieur et Madame Delonis. Démonstration, affection. Je les reconnaissais pas. Ah, docteur, docteur. Si tellement maigres. Ils sortaient du Stam. Je les avais soignés tous les deux. D'où ils venaient? Vraiment plus que les os. D'où arrivez-vous? De Sissène, docteur, du camp. Nous étions au bois. Oh, je voyais, pour le ramassage des brindilles, l'hiver par la joie. Je vois qu'ils avaient pas rigolé, bûcherons de choc. Oh, certes, de très bonne volonté, mais brief et chiche, 2 gantouses par jour, rave et carottes, dodo sous la tente sur la paille, une tente pour 12 à 15 ménages. Le truc les avait pas fait grossir, je voyais. Même la brasserie Freust valait mieux. Oh, c'était les mêmes Stam, bien sûr, mais chez Freust, il n'y avait pas la trique, tandis qu'à Sissène, pardon, comme plâtre, les chefs d'équipe au ramassage se réchauffaient à les battre, pas caressant, pas de boniment, la forte schlag. Je voyais Échymose, Boss, Cloque, ils s'étaient bien fait réchauffer au ramassage du bois mort. De leur nid, puis il n'était plus question, couverts de chiffons qu'ils étaient, chiffons noués ensemble, ficelés, tournés en bottes, en tunique, en robe, bouts qu'ils avaient piqués partout, ramassés de partout, des loques des autres ménages autour, des autres équipes, des sous-bois. C'était pas du tout leur métier, les uns ni les autres, bûcherons de choc. Et non plus, ils avaient plus l'âge, gens de tout à fait l'autre avant-guerre. Ils marquaient dur, même avec Moumout, lui moustache nubian, tout. Il faisait postiche des vitrines des anciens coiffeurs. Elle donnait des leçons de chant, rue Tiquetonne, lui violoniste. Vraiment un ménage très uni, pas du tout le petit collage, 35 ans mariés, et question de la bonne volonté, parfait, ils se donnaient à leurs élèves, ils s'étaient donnés à l'Europe nouvelle, même honnêteté, aucun calcul, ils avaient été pour l'Europe tout de suite, et sans esprit de gagner quelque chose, non, tout de suite, ils avaient joué du violon, second pupitre, au grand orchestre du Grand Palais, l'exposition de l'Europe nouvelle, marché commun, etc. Elle avait chanté pour Madame Abetz à l'ambassade. Quelle soirée, quels invités, vous dire s'ils s'étaient compromis et s'ils avaient reçu de ses faire-part et de ses petits cercueils, et le solide article 75, celui que Morand a jamais reçu, ni Monterland, ni Mauroy, eux c'était du sérieux solide et de justesse, qu'on avait saqué leur local, sans dessus-dessous, que tout leur avait été secoué, déménagé, liquide à res, comme moi, rue Norvin, on était voisins par le fait, enfin pas loin, mais moi je prenais pas ça à rire, tandis que, si, enfin presque, ni amer ni aigri, chagriné, c'est tout, et surtout qu'on les ait battus à pas ramasser assez de bois, qu'ils méritaient pas d'être battus, et en plus, traités de vieux feignants, ces vieux feignants qui passaient pas. Nous, feignants, docteur? Vieux, bien sûr, mais feignants. Vous nous connaissez, vous, docteur, toute notre vie de labeur et de conscience, pas une minute de paresse. Vous nous connaissez, vous, docteur? Les larmes lui venaient, la dernière insulte, eux paresseux, premier prix du conservatoire, lui comme moi. Sanglots. Vous savez, je vous ai raconté, nous nous sommes rencontrés chez Touche, des paresseux au concert Touche. Vous avez connu Monsieur Touche, docteur. Vous savez quel homme, quel artiste c'était et quel travail. Un nouveau programme chaque semaine, et pas du flonflon. Vous savez, du pavillon bleu. Vous avez connu Monsieur Touche? Oh, certes, Madame Delonis, qu'il s'était fait battre, et pas doucement. Je voyais les marques rouées comme feignants, même comme bûcherons. Vraiment, elle comprenait pas. C'était trop. Lui, le mari, lui sur la tête, et en plein. Regardez-le, docteur, regardez. C'était vrai.
En 2 endroits, des grands bouts de cuir chevelu partis, arrachés, vraiment frappés fort. Oh, mais pas anéanti pour ça, lui, pas du tout, pas à se laisser accabler, oh non. L'avenir, au contraire, tout à l'avenir. Le coup de Sicène l'avait fait comme se déclarer, oser, oui docteur, projet. Et un projet, ma foi, où je pourrais peut-être l'aider, si je voulais bien, l'aider auprès de Brinon. Premier pupitre, un mot de Brinon suffirait. Premier pupitre, ou je voyais pas, si je voulais bien, mais oui, certainement, l'affaire de Sicène avait été assez pénible, ses coups de bâton, ses outrages, mais l'occasion s'offrait là d'une sorte de très belle revanche. Premier pupitre, toute sa vie chez Touche et ailleurs, il avait presque été promu premier pupitre, ça s'était pas fait, pour telle raison, telle autre, sans être vaniteux ni hardi, il avait vraiment tous les titres. Croyez-vous, docteur, il faut que ce soit ici, maintenant, à Sigmaringen. Il me montrait quelqu'un dans la brasserie, là. Vous voyez, monsieur Langouvet ? Je le voyais, il était là. Il est sûrement d'accord. Monsieur Langouvet, un guéridon, au Stam. Monsieur Langouvet, chef d'orchestre de Sigmaringen. Monsieur Langouvet m'a très remarqué au second pupitre. On vous doit le premier pupitre. Son opinion. Pensez, docteur, je ne le dis qu'à vous. Intriguer n'est pas mon fort. Vous le savez, la brigue, l'arrivisme, non. Mais là, dans les circonstances, il s'agit de l'accord du château. Et vous pouvez beaucoup, sans doute. N'est-ce pas, docteur ? Ou vous ne pouvez pas, je n'en parle plus. Vous avez toujours été si prévenant, si bon pour nous, si encourageant. Vous me voyez un peu osé, je me permets tout. Monsieur Langouvet, le chef d'orchestre, je le voyais à son guéridon au Stam, la courtoisie même, Pierre que Delaunay, délicat, précieux, il s'exprimait comme un violon, tout en caresses d'ondes, le ton de Debussy, des nuages. Certes, je voulais les aider tous les deux, Delaunay, sa femme, mais les présenter à Brinon, comment ? Ils vont bientôt donner des fêtes. Où donc, monsieur Delaunay ? Mais on me l'a dit, au château. Monsieur Langouvet fait déjà répéter les chœurs, des fêtes pour la reprise des Ardennes. Tiens. Oui, toutes les ambassades, une très grande fête. Ah, monsieur Langouvet, il est pris par une sorte de rêve, il songe, il voit, sa femme voit pas. Hector, vraiment ? Elle intervient. Elle n'avait pas bien entendu. Je le regarde, moi, je le regarde. Sûr, il a les yeux un peu fixes, qu'il l'ait un petit peu sonné en le stimulant, bûcheron de choc. Il y est un peu trop secoué la tête. Possible. Je demande à sa femme. Oh, ils nous ont tant tapé dessus. Et traité, docteur, traité. Et c'est l'injure feignant qui lui est restée là, qu'elle arrêtait plus de pleurer. Mais lui, je me demandais, fort sur la tête. Oh là là. Elle repartait en sanglots. Lui, c'était la fête, son souci, tout à fait pour lui, la fête. Et premier pupitre, la fête de la reprise des Ardennes. Premier pupitre, n'est-ce pas, docteur ? C'est entendu, j'espère que monsieur de Brinon... Oh, monsieur Delaunay, voyons, mais c'est entendu. Considérez-vous au pupitre. Je fais signe à sa femme que c'est entendu, qu'elle cesse de se plaindre. Lui, sûrement, il avait l'air drôle, cloche dépenaillée, le regard fixe, mais encore, malgré tout, quand même, une certaine tenue, en loques ajustées, ficelées. Ce qui n'allait pas, c'était sa moustache déteinte, passée du nubian à la pâle filasse, et sa perruque, déchirée moumoute, pas que son cuir chevelu qu'ils avaient frappé, il y avait tabassé l'ensemble. Oh, un très strict orchestre de chambre, n'est-ce pas, docteur ? Mais quelles œuvres ! Vous entendrez Mozart, Debussy, Fauré. Oh, je l'ai bien connu, Fauré. Nous n'avons pas été, je dirais, de ses toutes premières exécutions, mais presque, n'est-ce pas, ma chérie ? Oh oui, de Florent Schmitt aussi d'ailleurs. Nous avons joué, sans nous vanter, toute la jeune musique boulevard de Strasbourg. Vous avez connu, monsieur Haas, docteur, notre piano, premier prix aussi. Certainement, monsieur Delaunay. Monsieur Touche, la bonté même. Vous le savez, docteur, il me voulait au premier pupitre. Déjà, 1900. Je m'effaçais, vous pensez bien. Je m'effaçais, j'étais trop jeune. À monsieur Touche, je refusais. À monsieur Langouvet, oui, j'accepte. Je suis résolu. Je ne veux plus attendre. L'occasion s'offre ? Bien. Non que je n'ai toujours désiré, certes, j'avoue. Mais me précipiter, moi, jamais. Calcul, non, certes, croyez
excusez-moi, mais la maturité, docteur, je n'étais pas mûr. Alors maintenant, oui, vous m'entendrez. Ah, docteur, Madame Céline au programme aussi, dansera sûrement, elle voudra bien. Nous nous sommes permis une danse ancienne, une chaconne et deux autres danses romantiques. Nous l'accompagnerons, vous voulez bien ? Sa femme me regardait, ce que je pensais, je lui faisais signe se taire, que c'était sa tête, sa tête. Au fait, je lui trouvais le regard fixe, mais il tenait pas des propos de fou, peut-être un peu surprenants, la fête au château. Enfin, une chose sûre, je voyais que s'il montait chez Romnitz pour lui expliquer les Ardennes et le concert des fêtes, il se ferait reconduire par Aïcha, il retrouverait les autres, il coupait pas, c'était pas le méchant Mironton, le mieux peut-être, puisque j'y allais, que je les emmène tous les deux, que j'essaye de les caser au château, que Brinon les prenne. Enfin, je pouvais voir, tenter auprès de Madame Mitre, peut-être au château, musicien, parce que là, recta au Lowen, ils allaient voir la chambre 36, pas un pli, ils faisaient que monter et redescendre. Madame Mitre comprenait les choses, bien mieux que Brinon. La reprise des Ardennes, fête du triomphe de Ronsted. Oui, il avait pris tout ça. Monsieur Langouvet, peut-être, le chef d'orchestre. Langouvet était un peu braque, mais pas si tellement, ou alors c'était à Sissène. Les autres bûcherons de choc, ils avaient pas fait que lui sonner le tromblon, ils y avaient mis la fête dedans, qu'on était en apothéose. Je fais signe à sa femme qu'elle vienne, qu'il me suive. Je fais signe à Lily aussi. Je lui annonce. Tu vas répéter, Lily. Le tout avec les personnes un peu dingues, jamais les heurter de rien, de faire tout comme si ça va de soi, jamais heurter. Les bêtes non plus, jamais de surprise, toujours ça va de soi, naturel, entendu, incision, piqûre, bistouri, pareil, ça va de soi. Oh, mais extrême attention, un quart de milli en deux-ci, ça, vous avez le diable et sa marmite, les meutes déchaînées, les émotions bouillonnent, emporte tout, votre péré se sauve en gueulant, ventre grand ouvert, traînant ses tripes, emportant tout, bistouri, masque, ballon, compresse, viscère au vent, tout par votre faute, de même en votre intimité, votre demoiselle pâmée d'amour, vous voyez souvent tourner colère assassine, satire, violeur, monstre, vous en revenez pas, l'arrogance de cette fille soumise, un petit doigt de trop quelque part, bon... Vous êtes roi, mettons. Votre peuple, bien pensant, boiveur, baffreur, vous fout la paix. D'un sursaut, pétarade partout. Vous secoue la Bastille. Emporte votre régime. Le Pont-Neuf et la Grande Armée. Vous avez dit le petit mot de trop. Sorti du grand charme, ça va de soi. Moi, là, je peux dire, sans me vanter, je suis sur mes gardes, pas d'impair. Je les ai emmenés très naturels de Lonis, sa femme et Lily. Nous sommes sortis du Lowen, au nez du Choupeau. Romnitz Beffel. Chut, il salue, ça va. Au château direct. Nous montons, ascenseur. D'abord Madame Mitre. C'est elle qui compte au fond. C'est elle. Je lui expose le cas. Les deux sont là, à la porte. Ils m'attendent. Madame Mitre comprend tout de suite. Vous savez, docteur, l'ambassadeur en ce moment... Toujours pour une raison ou une autre, l'ambassadeur en ce moment, là je tombe vraiment mal, sa femme née Ullmann vient juste de lui téléphoner, de Constance, qu'il devrait ci, qu'il devrait ça, oh la très grande influence, madame née Ullmann, soi-disant qu'elle approuvait pas la politique de son mari, pur chiquet, que disait Pellepoix, qu'il les connaissait parfaitement, qu'ils se chamaillaient pour la galerie, mais qu'ils faisaient partie tous les deux de la très haute conjuration. Possible, mais une chose certaine finalement, lui qui a été flingué, elle pas. Je l'ai déjà dit. Avec moi, Brinon s'est toujours montré parfaitement régulier. Pas cordial, non, mais régulier. Il aurait pu me tenir rigueur que j'avais pas le très haut moral, que j'écrivais pas dans la France, que je voyais pas les boches vainqueurs, que je tenais des propos très libres, que je jouais pas le jeu. Lui, quel jeu il jouait? J'ai jamais su. Toujours est-il, il m'a jamais rien demandé. Il aurait pu, médecin c'est tout. Oh, pour pratiquer, je pratiquais. Si je l'ai connu dans toute
toutes ces ruelles, impasses, mansardes, ce bourg Hohenzollern, portez mes bonnes paroles, si, là, Brinon m'a laissé bien tranquille, question politique, c'est rare. Généralement, les hauts placés du double jeu n'ont de cesse que vous soyez bien guignol, gesticulateur bien mouillé. Quelquefois, on a eu de petits mots à propos des lettres de Berlin, de la chancellerie, lettres où il était question de médecine, et de mes propos ici et là. Qu'en pensez-vous, monsieur de Brinon ? Rien. Je vous lis les lettres de Berlin, c'est tout. Comme disait Bonnard, Brinon, animal des cavernes, terrible ténébreux, vous n'avez rien à en tirer. Tout de même, 6 mois avant la fin, je venais encore lui parler de pommade soufrée et de mercure. Oh, docteur, allez, dans 6 mois tout ça sera fini. Je lui demandais pas dans quel sens, jamais il m'a rien dit de rien. Moi, là, une chose, avec mon Delaunay sans loque, je tombais pile. Que voulez-vous de l'ambassadeur, docteur ? Qu'il puisse rester au château, parce que s'il retourne au Lowen, vous connaissez Van Romnitz. Certainement, elle le connaissait, et ses petites manières, j'en parlais pas, elle non plus, elle savait très bien. Je brusque, zut, j'ose. Je les monte à la salle de musique, ils seront bien sages, j'en réponds, ils répéteront, je les caserai, ils bougeront pas, ils coucheront là-haut, Lily leur portera leur stam, Lily danse là-haut, je dirai au larbin, je préviendrai Bridou, je préviendrai tout le monde que c'est pour le grand festival, ça va ? Madame Mitre avait pas idée. Quel grand festival ? Oh, lui, son idée, le banquet pour la reprise des Ardennes. Madame Litre comprend pas du tout, elle me regarde. Je suis devenu aussi un peu drôle. Non, Madame Mitre, non, c'est le prétexte. Je déménage pas, mais lui, il y croit à la fête. Il est certain, et qu'il passera premier pupitre ce soir-là, son rêve. Promesse de Monsieur Langouvet, vous comprenez ? Elle comprend un peu. Mais Madame Mitre, écoutez-moi, si je les ramène au Lowen, oh ça elle comprend. Vous savez comment on les a reçus à Sissène ? Battus comme plâtre. Lui forcément, c'est plus très bien, l'ébranlement. À son âge, vous pouvez lui regarder la tête. Oh docteur, docteur, je vous crois. Donc je dirai à monsieur de Brinon qu'il a un orchestre qui répète, pour une soirée de bienfaisance. Très bien, certainement. Merci Madame Mitre. Il passe pas grand monde là-haut. Personne sauf Bridou et les domestiques. Il fait froid là-haut. Si quelqu'un demande, je dirai, c'est la reprise des Ardennes, la grande fête. Au revoir, Madame Mitre. Je grimpe donc tout mon monde au 6e. Delaunay, sa femme, Lily. Delaunay, sa femme, se gratte encore plus que nous. Ils ont renforcé leur cale là-bas. J'ai vu bien des gales, mais là, du camp et des broussailles, ils ont rapporté de ces insectes, positivement labourants, des gales terrassières. En plus des cloques échymoses, ils étaient plus que tout sillons de gales, zigzags, quadrillures. Vous n'avez pas de pommade, docteur ? Oh, mais nous en aurons bientôt, madame. Je la rassure, je veux pas qu'ils s'arrêtent à se gratter, qu'ils restent en panne à réfléchir, qu'ils arrivent, qu'ils montent. Ça y est, on y est, nous voilà, la très spacieuse salle de musique, dite de Neptune. Oh, fort jolie, oh, splendide. Il se récrie, il est ravi. Et très bonne acoustique, j'espère. Admirable, monsieur Delaunay. En fait, les princes Hohenzollern avaient vraiment pas lésiné. Une salle bien 200 mètres de long, toute drapée, brocart rose et gris. Et tout au fond, là-bas, en scène, la statue Porphyre de Neptune, brandissant trident. Pas comme ça, campé dans une formidable conque, albâtre et granit. Oh, ça y est, tout de suite, j'ai saisi. Tenez, Delaunay, vous voyez ? Monsieur de Brinon vous permet, vous n'aurez plus besoin de sortir, vous coucherez dans la coquille, là-bas, tous les deux, vous voyez, plus besoin de sortir, il vous ramasserait pour Sissène, il vous ramènerait à Sissène, je vous apporterai des couvertures, personne vous verra, vous serez bien mieux qu'au Fidélis. Il demandait qu'à être convaincu. Certainement, docteur, certainement. Vous nous apporterez de la pommade ? Oh oui, madame, dès demain matin. Je vous raconte, exactement. Juste au moment Bridou passe, le général Bridou, botté et peuronné, fringant. Il traversait toute la salle de bout en bout, l'heure du déjeuner, la table des ministres, une de, tous les jours. À midi précis, et tous les jours, midi précis, il faisait la même observation. Dehors, dehors! Il ne pouvait pas voir Lily danser dans cette salle, enfermée, pas brutale, mais autoritaire. Dehors, elle avait les terrasses, bigres. Et quelle terrasse! La vue, l'air de toute la vallée, ministre de la guerre et général de cavalerie. Dehors, dehors!
Lui, il s'était sauvé de Berlin. Dehors, dehors, devant les Russes. Plus tard, il s'est sauvé du Val-de-Grâce devant les Fifis. Dehors, dehors. Et il a fini à Madrid. Dehors, dehors. C'est toute la vie, dehors, dehors. Toujours une chose, j'avais casé les deux Lonis. Ils sont restés peut-être un mois dans la coquille à Neptune, nourris au stame par Lily, couchés dans des couvertures qu'on leur avait amenées du Lowen. Bridou et eux s'entendaient bien. Ils sortaient sur la terrasse pour lui faire plaisir. Après, il s'est passé des choses, beaucoup de choses. Je vous raconterai.